Bonjour auditrices, auditeurs de Radio Fréquence Plurielle. Vous êtes toujours sur la voie des sans-papiers. C'est tous les premiers et troisièmes jeudis du mois, de 11h à midi. Donc dans notre studio d'aujourd'hui, nous allons vous parler non seulement de Saint-Bernard. Vous savez, Saint-Bernard, c'est les 20 ans cette année, parce que ça a eu lieu en 1996. Donc nous avons un témoignage vivant de quelqu'un qui s'appelle Doro Traoré, qui va nous parler de ça, donc de cette lutte. Vous vous rappelez cette fameuse hache sur les portes d'une église qui devait être une entité privée, mais sacrée, qui représente en fait une civilisation. Mais ça n'a pas empêché la police, les CRS, de faire intrusion et de sortir par la force ces centaines de sans-papiers qui s'y réfugiaient, qui en ce moment étaient appelés justement des clandestins. C'est grâce à vos luttes sûrement que ce nom va évoluer et devenir aujourd'hui sans-papiers que nous sommes. Donc nous allons parler aussi de ces violences policières qui, vous le savez, depuis un an. Donc à travers Paris, nous avons des jeunes migrants qui sont ici, qui vont nous faire part de leur témoignage vivant, donc de leur parcours migratoire aussi, et pour expliquer aussi que la lutte des sans-papiers, ce n'est pas seulement les migrants, c'est tous les migrants, c'est tous les sans-papiers et tous ceux qui fuient la guerre, tous ceux qui fuient les conditions économiques qui sont là, donc qui viennent pour la recherche d'un avenir meilleur. Donc je crois, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc je vais donner la parole à Doro pour nous faire un petit rappel historique, donc pour nous mettre dans le bain. Bonjour Doro. Bonjour et merci. Merci la radio Fréquence Paris Pluriel. Et je suis content aujourd'hui de venir, presque de dire, à 20 ans après Saint-Bernard. Et en face de moi, je vois des jeunes Africains qui sont la même âge de ces 20 ans-là. J'ai demandé à un de eux, il m'avait dit, moi je suis né en 96. Voilà, là, l'année où il est né, c'est l'année où on a fait la lutte de Saint-Bernard. Premièrement, je n'ai pas, comme Doro, vous me connaissez, je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais ce n'est pas l'homme qui n'a pas fait l'étude qui n'a pas intelligent. Bon, nous, on était là, ça fait des années, comme eux, voilà. Et on travaillait pour la France, pour contribuer à l'économie française. Ben voilà, ils nous disaient que c'est des clandestins, des trucs. Bon, là, on a dit, mais nous, il faut qu'on sorte de l'ombre, on revendique nos droits. C'est ça la cause de la lutte de Saint-Bernard. Bon, toujours, comme actuel, c'est la même façon. Violence policière. L'expulsion de l'occupation de l'église Saint-Ambroise en premier. Le même lendemain, Jumina Japi, des expulsions dans la même 3-4 jours. On a été réfugiés à la cartoucherie de Vincennes. Et puis on est venu à Pajol. À l'arrivée du mois d'août, comme là, on a calculé pour dire, voilà, si tous les Français partent en vacances, ils vont mettre une carte de CRS pour vraiment finir la lutte. On a occupé l'église Saint-Bernard. Voilà, les grévistes de la faim ont mis la grève en cours. 52 jours après, voilà, la décision, c'est quoi? C'est de la force. La hache à l'église, parce qu'on a choisi l'église, parce que c'est un symbole pour la France. Il y en a qui disent, pourquoi pas la mosquée? C'est pareil pour nous, c'est un lieu quand même qui touche la grande majorité des Français. On a refusé là-bas pour simplement revendiquer nos droits. Voilà, c'est la hache à la porte de l'église. Nous, on était à l'intérieur. Voilà, on bloquait, avec les chaises, on met les chaises de l'église pour, voilà. Et tout d'un coup, il utilise une bombe crimogène pour nous pomper là-dedans. Voilà. Et voilà, l'expulsion a été lieu. Et puis, moi, Doro, en personne, ces jours-là, j'étais à 60 km
du Paris. Parce qu'à 13h, on m'avait dit, voilà, Doro, vous êtes libre. Voilà, après la garde à vue, parce que la garde à vue, les ceintures, les trucs de ceci, on enlève tout. Tout d'un coup, bon, vous êtes libre. Je leur dis, mais je suis régularisé ou quoi? Ils ont dit, non, nous, on a une ordre, vous êtes libre. Bon, je m'assois pour mettre mes ceintures. Tout d'un coup, il y a une femme, Madame Samassa. Elle n'a pas d'enfant et les policiers ont voulu le mettre avec les célibataires pour l'expulser. Avec les hommes, quoi. Avec les hommes célibataires dans la cellule. Elle n'a pas voulu. Donc la bousculade jusqu'à sa pagne est tombée. Ben, moi, j'ai arrêté de mettre ma ceinture. Ben, je suis venu pour venir, voilà, pour dire à la police, arrêtez ce que vous faites. Tout d'un coup, ça fait une petite bagarre. Le responsable de la police a vu ça, il dit « Ouais, arrêtez. Bon, ne mettez pas la dame avec... voilà. » Et puis, les policiers qui devront m'amener à Paris, parce qu'après ta libération, ils vont t'emmener à une voiture dans... Voilà, il dit « Voilà, où vous habitez ?» Ben, j'ai dit « Où vous nous avez expulsés ?» Ben, il nous a dit ben, « L'église Saint-Bernard. » Ben, j'ai dit ben, « Voilà, c'est là où j'habite. » Bon, tout d'un coup, il nous a pris en voiture à 60 km, plein de forêt. Voilà, monsieur Traoré, voilà l'église Saint-Bernard. Vous descendez là, sinon les pistolets sont gratuits. Je suis avec un Bissau-Guinéen, Baldé Hassana. Ben, j'ai dit, petit, il nous provoque, descend. Nous, on n'est pas là pour la provocation, on demande nos droits. Ben, j'ai dit, moi, je respecte la République et je respecte la tenue. Et je ne veux pas faire autre chose, descend. On a marché à pied. Et puis on a fait un autostop. On a eu un agriculteur qui écoute la radio, l'expulsion de l'église Saint-Bernard. Ben, il nous a dit, oui, vous voulez aller? On a dit, monsieur, nous, on voulait rentrer à Paris. Vous êtes qui? On est les sans-papiers de Saint-Bernard. Les sans-papiers que j'écoute à la radio? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ben, c'est la police qui nous a jetés dans le forêt. Ah ben, montez dans mon camion. Il nous a amenés à Boissy-Salagé. Et on a payé nos tickets pour rentrer à Paris. Et ces jours-là, il y a une manifestation, République-Nation. Moi, Doro, j'ai été en tête de la manifestation. On arrive à la Nation, voilà, tout le monde arrête là. Ben, ils m'ont demandé, Doro, où il y a les sans-papiers? J'ai dit, les sans-papiers, ils sont à Vincennes. Les Français ont pris la décision de passer la Nation sans le trajet autorisés par la police. Ils ont dit qu'ils vont aller libérer les sans-papiers par la force. Ces jours-là, ça fait des dégâts, vingtaine de blessés, tout ça. Ils ont marché toute la nuit pour essayer de libérer les sans-papiers. Et voilà, l'État a eu peur. Ils n'ont pas fait les charters, voilà. Ils ont essayé de libérer nos collègues. Le lendemain, on a continué la lutte. On est encore invité à la cartoucherie de Vincennes pour se reposer. Et après, on a occupé un endroit qui s'appelle 32 rue Faubourg-Poissonnière. C'est là-bas, toutes nos occupations, nos caravanes de sans-papiers, la création de la lutte de sans-papiers en général en France, la lutte nationale des sans-papiers, à travers les caravanes. Et voilà, et jusqu'aujourd'hui, la lutte est là. Bon, moi, je m'arrête là, l'histoire est longue. Je laisse mes collègues aussi de se témoigner. Mais comme j'ai un peu d'expérience de la lutte, je leur dis que la lutte n'est pas facile avec la droite, surtout si c'est la gauche qui est au pouvoir. Voilà, merci. Donc, je crois, avant de passer la parole à Marvin, je crois qu'il a des questions à poser. Moi, ce que je veux vous poser, c'est que je veux vous dire avant tout que c'est grâce à vous, les aînés, donc, qu'il y a eu cette victoire sémantique donc, sur le terme même de clandestin. Donc, aujourd'hui, on utilise de moins en moins ce terme. Et ça, c'était grâce à vous. Donc, on vous remercie de cela et un grand bravo pour ça. Et la lutte continue. Mais selon vous, est-ce que cette lutte ne s'est pas émoussée dans le temps? Oui, ben, je peux dire c'est avant, ils nous appelaient des clandestins. On peut dire, grâce à la lutte, aujourd'hui, les gens parlent moins de clandestins, tout le monde parle des sans-papiers. Grâce à la lutte, que ce mot clandestin commençait à disparaître. Parce que chaque sans-papier a un papier d'origine. C'est-à-dire, si tu viens, on te pousse dans la clandestinité pour on va t'exploiter facilement. Et en plus,
ces gens-là contribuent à l'économie française, mais il nous dit un mot clandestin. Et là, aujourd'hui, c'est grâce à la lutte que personne parle de clandestin maintenant. Tout le monde parle de sans-papiers. Et en plus, ces jeunes-là qui quittent dans leur pays d'origine, il y a une raison. Moi, je peux dire, bon, je ne suis pas politicien professionnel, mais il y a une raison. Si vous voyez quelque chose, c'est qu'il y a une cause. Il faut toucher à la cause des choses. Pourquoi il y a cette immigration-là? Ces jeunes-là ont pris des risques de leur vie à mourir dans les bateaux, venir en Europe et s'être expulsés jour et nuit. Il y a une cause. Si on ne touche pas le fond des causes, j'ai dit, cela continuera toujours. Oui, pour moi, Doro. Bien sûr, comme vous l'avez si bien dit, Doro, donc les causes, je dirais, profondes de l'immigration, c'est avant tout un système capitaliste d'exploitation des pays d'origine de nous, les sans-papiers, de nous, les migrants. Donc, si l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit, comme on dit souvent. Oui. Parce que l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus riche, que ce soit en se fondant sur les richesses énergétiques et minières et tout ce qu'on peut dire. Mais la plus grande richesse de l'Afrique, aujourd'hui, c'est la terre de l'Afrique. Les plus grands espaces cultivables se trouvent en Afrique. Oui. Ce n'est pas en Asie, ce n'est pas en Amérique, ce n'est pas en Europe. Donc aussi, aujourd'hui, on assiste à ce bradage, comme vous le dites, de ces terres par bien avant les Européens. Donc, mais aujourd'hui aussi, il y a la Chine qui est là, qui est en train de brader ses ressources. Donc ceci, c'est la cause de cette immigration, des jeunes, des paysans ruinés aussi, qui ne peuvent plus exploiter leurs terres, sont obligés de venir en Europe. Sans compter les guerres. Donc les guerres, on n'en parle même plus en Afrique parce que c'est devenu tellement endémique que c'est catastrophique, quoi. Donc je donne l'exemple seulement du Soudan du Sud qui a découvert le pétrole en 2009 et voilà que ce pays pète en deux. Donc tout ça, ça veut dire, pour vous rejoindre, pour vous dire que c'est ces guerres qui sont les causes même de cette immigration. Et quand on arrive à stopper ces guerres, ce n'est pas facile de stopper une guerre, mais il ne faut pas commencer d'autres. Donc là, c'est déjà quelque chose. Donc je crois que, je ne sais pas si Marvin ou François, vous avez quelque chose à ajouter donc, sur Saint-Bernard. Oui, merci beaucoup, Doro, pour ton récit. Quand Alioune dit qu'il a le sentiment, il pose la question de ces luttes de sans-papiers qui tendent à s'émousser, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, par rapport à vous, le contexte est tellement différent, il a beaucoup changé, ce contexte-là. Ne serait-ce que dans le mode même d'action, à votre époque, il n'y avait pas le téléphone portable. Pour se joindre, il fallait prendre le métro et aller. Ça compliquait beaucoup de choses. Vous avez travaillé de façon artisanale, si j'ose dire. Aujourd'hui, nos camarades luttent avec les moyens numériques et c'est vrai que ça ne prend pas la même allure. Ça a une autre efficacité. Mais le plus important, c'est quoi ? Saint-Bernard, c'est quand même le moment où il y a eu une reconnaissance dans la cité, dans la société, de l'existence même des sans-papiers dans leurs valeurs et dans leur dignité, et dans leur nécessité économique et sociale aussi. Avant, on se raconte des histoires, il y a tous les fantasmes possibles. Ils viennent nous prendre notre travail. Ça continue d'ailleurs, on continue à le dire. Ils nous envahissent. Qu'est-ce que ça va devenir ? Vous avez porté un discours de responsabilité et qui a touché beaucoup de gens. N'oublions pas qu'au début de l'année 97, il y a eu une grande manif, je regardais des notes tout à l'heure, de 100 000 personnes à Paris. 100 000 personnes, c'était au mois de mars.
pour demander les droits pour les sans-papiers. Je crois qu'il y a eu quand même un effet très important. Et quand Jospin est venu au pouvoir, vous vous rappelez que Chirac avait dissous l'Assemblée nationale. Car quand il y a eu Saint-Bernard, c'était sous le gouvernement Juppé et Chirac était président de la République. Et puis ça s'est cassé la figure. Jospin est arrivé et son ministre de l'Intérieur, Chevènement, a proposé une régularisation sur 140 000 dossiers. Il y a eu 80 000 régularisations en quelques semaines. Comme quoi c'est possible. Bon, je ne peux pas penser que votre mouvement de Saint-Bernard n'a pas eu un effet sur cette décision-là. Il y a eu, je pense, là, une réponse d'un gouvernement de gauche. Aujourd'hui, il a bien changé, on va en reparler certainement, sur les actions que vous avez menées. Mais je pense que j'aimerais souligner encore deux choses par rapport à ce que vous avez fait à Saint-Bernard. Vous avez gagné votre visibilité, cette visibilité que maintenant les sans-papiers ont en manif ou dans leurs actions, dans leur lutte, et que vous développez, vous, dans les collectifs. Ça part quand même de Saint-Bernard. Les collectifs de sans-papiers, avant, ils n'existent pas. Les gens sont tout seuls, isolés, ils règlent leurs problèmes comme ils peuvent. Et voilà, une organisation en collectif qui se fait, les collectifs se multiplient, il y a eu le collectif numéro 1, le 2, le 3, et ainsi de suite, selon les problèmes. Et ça continue de façon vivante, je crois, à Lyon. C'est le développement des collectifs. Vous-même, d'ailleurs, vous développez votre coalition internationale. Je voudrais dire aussi que c'est vous qui avez relancé la mobilisation, appelons-la citoyenne, des Français autour de ces problèmes. Parce que c'était complètement oublié. Il n'y avait même pas l'ombre d'un commencement d'action collective des militants autour de vos problèmes. Or, ils ont découvert qu'il y avait là une avant-garde dont les problèmes étaient universels et valaient aussi bien pour leurs propres revendications. C'est-à-dire que les prolétaires de l'époque ont compris que vous faisiez partie aussi du grand prolétariat mondial, comme tu le disais tout à l'heure, exploité, et qu'il y avait là matière à solidarité. Or, ça reste quand même très vivant, je pense. C'est vous qui avez déclenché ces luttes-là. Et puis, j'aimerais quand même dire que vous avez révélé l'hypocrisie de notre système par rapport à l'immigration, c'est-à-dire qu'en effet, si vous avez refusé le nom de clandestin, c'est parce que c'est l'État lui-même qui vous forçait à l'être clandestin. C'est toute cette organisation qui vous forçait à être dans le travail dissimulé, à être sans papier, et que c'était là une stratégie préméditée pour pouvoir vous exploiter mieux. Or ça, c'est votre mouvement qui l'a bien révélé, et après se sont greffés dessus d'autres actions, d'autres réflexions dont nous héritons aujourd'hui, mais dans un autre contexte dont vont nous parler sans doute les camarades qui sont là. Merci, Dourou. Donc, merci, François. Marvin, vous avez quelque chose à ajouter? Et je voudrais remercier François, remercier également tous les auditeurs qui nous suivent sur la 106.3. Il est important effectivement de rappeler, parce que le rappel est utile. Il fortifie les souvenirs et consolide l'amitié. C'était une époque, quand vous écoutez, vous avez évidemment écouté un des dinosaures, j'allais dire, un des pionniers de cette lutte de Saint-Bernard il y a 20 ans. Mais je voulais lui dire aujourd'hui, quelle était la nomenclature des personnes, des migrants à cette époque-là? Ils venaient de quelle région étaient issus ces migrants? Bon, je peux dire la majorité, c'est la colonisation, les colonies françaises. La majorité, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est la colonisation française. Et ce qui vient de soulever Alioune, mon ami, l'Afrique, on l'a appauvrie, mais l'Afrique, ce n'est pas un continent pauvre. Chaque pays est riche en sous-sol. Mais malheureusement, on n'est pas indépendant.
Bon, à notre niveau, nous, on n'a pas beaucoup de niveau politiquement pour dire tout ça, mais on sait, chaque jeune Africain qui est là aujourd'hui, il sait pourquoi il est venu en Europe. Parce qu'il ne peut pas avoir bénéficié de la ressource du sous-sol de son pays. Parce que ces pays-là, ils les ont plantés, les dirigeants qui sont téléguidés par l'Occident et partageant la richesse avec eux et la population, ils sont obligés d'aller là où la richesse vient. Et après, on dit, ne venez pas ici, mais la richesse vient quand même. Et deuxièmement, on nous crée des guerres pour avoir les richesses moins chères. S'il y a une guerre quelque part, on va mettre les rébellions, voilà, on va avoir le ressources de ce sous-sol avec la main des rebelles moins chères. Et troisièmement, qui fabrique des armes? C'est l'Occident qui fabrique les armes. S'ils ne vendent pas ces armes-là, comment les usines des armes vont fermer? Il y a tout ça, il y a tellement de choses. C'est un combat, comme vient de dire mon ami, le monde a changé avec le numérique et autre chose. La lutte aussi devrait changer sa forme. Mais on ne montre jamais les bonnes choses de l'Afrique. On montre les mauvais côtés. Il y a des bonnes choses aussi là-bas. Mais à la télé, on ne montre jamais ça. Même les jeunes Africains, moi je ne vais pas en Afrique parce qu'ils voient les mauvaises images. Il y a des bonnes images aussi là-bas. Bon, mais quand même, j'ai dit, il faut qu'on touche la cause des choses, sinon on ne s'en sort pas. Parce que certains politiciens avant, comme le Front National et compagnie, ils calculent, voilà, parce que s'il y a beaucoup de chômage, ils vont dire, voilà, il y a 3 millions de chômeurs, il y a 3 millions d'immigrés. C'est pas pareil pour faire monter les Français contre nous. Au lieu que les immigrés, le travail qu'ils font les immigrés, c'est différent de ce qu'ils font les Français. Moi, je suis un petit cariste magasinier. Tu peux avoir un Africain qui a bac plus 5, bac plus 6, il fait quoi? Il fait un vigile, un gardiennage, un truc. Parce que certaines, c'est-à-dire, on voit que ta couleur, on ne voit pas ce qui est dans ta tête. Un être humain, on est tous pareils. On est presque intelligent comme... Voilà, on a des qualités et des défauts pareils aussi. Voilà, mais il faut que les Français savent que nous, on ne prenne pas votre place. On n'est pas le même travail d'ailleurs. Voilà, le sale boulot qu'on fait, nous. Voilà, merci. Nous sommes complémentaires, quoi. Donc, voilà. Donc, comme vous l'avez si bien dit, donc, Doro, donc, les immigrés ne viennent pas voler le travail. Le travail des Français. Non. Donc, il n'y a pas de chauvinisme social, donc, comme on dit. Donc, c'est la politique. C'est la politique du FN. Hein. On sait, les Français et les immigrés viennent ici pour voler le boulot des Français. Ce n'est pas le cas. Non. Donc, en général, on est complémentaires. Voilà. Les boulots que les Français ne veulent pas faire, nous, on saute dessus. Ouais. Donc, en fait, c'est ça. C'est ça. Donc, aussi, il ne faut pas voir l'immigré aussi comme une variable économique aussi. Non. Donc, l'immigré vient ici, il apporte sa culture et ça enrichit au fil des temps aussi le patrimoine culturel de la France aussi. Oui. Si vous allez à 18e, où il y avait des denrées alimentaires qui, 20 ans avant, il n'y en a pas en France. Maintenant, c'est importé. Et ça fait que doper l'économie de la France. Donc, et sans compter sur le plan médiatique, cinématographique, tout ça, ça enrichit un pays. Donc, si vous voyez sur le sport et sur tous les plans, l'apport de l'immigration, et dans les médailles au JO, ça se voit, ça crève les yeux. Oui, donc, il y a tout ça. Monsieur Alioune, je peux dire même la France a une chance parce que c'est un pays d'accueil, d'accord. Malheureusement, certains politiciens font l'amalgame, mais la France a une chance de ne pas gâcher sa chance. Parce que toutes ces cultures-là, les immigrés, les trucs, chacun vient avec une richesse quelque part, intellectuellement, autrement, de ne pas gâcher. Je me rappelle bien, il y a un Malien qui travaillait à la NASA. On l'a invité à TF1, il s'appelle Sekou Bodiara. Il a dit, moi, j'ai fait mes études en France ici, j'ai fait 7 ans ici en France. Et puis, la France ne m'a pas donné la chance. Je suis parti aux États-Unis.
Tout d'un coup, la NASA, il a réussi. Ses calculs ont réussi à la NASA. Et puis on l'a embauché. Mais les Français, ils sont contents parce qu'il y a un francophone qui a réussi aux États-Unis. Mais pourquoi la France n'a pas donné la chance à ce monsieur-là? Et il nous a dit, voilà, il y a des milliers de gens comme Sékou Modibo Diarra qui sont en France. Aujourd'hui, la France ne les a pas donné la chance. Il faut que ce système aussi, cette verrou saute. La France donne la chance à tout le monde. On ne sait pas qui a une bonne chance pour faire avancer la France. De ne pas gâcher sa chance. Voilà. Merci, je crois que vous le voyez si bien. Donc, avant de continuer, je crois que nous allons faire un slam avec Ouattara qui va nous imprégner par ses mots. Donc, c'est le lutte des sans-papiers. Ok. Merci, Alioune. Le titre, c'est L'héritier. Excusez-moi. Se peut-il qu'ils osent nous traiter d'immigrés étrangers, d'exilés excités, des blédards, trouillards, froussards au regard à gare? Mais ont-ils oublié le travail des 1000 générations? Oui, ont-ils oublié le travail des 1000 générations? Oui, nous ne cherchons que la paix et l'amour, mais ont-ils oublié le travail des 1000 générations? Nos aïeuls tirailleurs sénégalais, anciens combattants algériens, marocains, tunisiens, lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, nos braves héros ont lutté, ont combattu à leur côté pour la libération de leur patrie, sans cri ni tri, avec rage, courage, avec engouement, dévouement, contre le cynisme du nazisme, contre le fascisme d'Hitler. Non, 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 je ne bouge pas. Non, 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 c'est mon mea culpa. Non, 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 ici est chez moi. Si tu me forces, je me débats. Si tu me bats, je me débats. Si tu m'emmerdes, je me démerde. Si tu m'embrouilles, je me débrouille. Oui, ma présence dans cette errance est la compte de la dette coloniale que vous avez contractée sans notre consentement, dont je suis l'ayant droit, qui n'est pas le droit d'être cité dans votre cité surexcitée. Oui, je ne bouge pas, je ne recule pas. Oui, pour bâtir et rebâtir vos nations, nos aïeux n'avaient pas besoin de visa. C'est bizarre qu'aujourd'hui, vous demandez des visas à leurs héritiers. Non, 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 je ne bouge pas. Non, 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 c'est mon mea culpa. Vos discours discriminatoires n'entament rien ma détermination d'être un homme libre comme un poisson dans l'eau. Non, je ne bouge pas. Non, je m'assumerai. Non, je réussirai. Non, je réussirai. Non, je me lèverai. Non, je m'affranchirai. Non, 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 je ne bouge pas. Non, 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 c'est mon mea culpa. C'est ma patrie, je me lèverai. C'est ma patrie, je m'affranchirai. Merci. Après ce slam de Ouattara, je crois qui nous a résumé en fait ce rappel historique pour réfléchir donc nos mémoires, cette dette politique et morale que la France a envers l'Afrique et ces gens qui viennent aujourd'hui pour demander à la France, mais pas seulement à l'Europe, un avenir meilleur. Donc, c'est nous, les petits-fils et les fils de ceux qui, pendant les 2 guerres mondiales, sont venus se battre avec les frères français et européens pour bouter d'or les sales bonnes nazis de l'Europe et de la France. Donc, ce sont ces mêmes gens dont les petits-fils réclament aujourd'hui, parce qu'il y a le droit de réparation qui se pose aujourd'hui, comme c'est de l'esclavage. Donc nous, aujourd'hui, en tant que sans-papiers, en tant que coalition internationale des sans-papiers migrants, nous ne cessons de réclamer cette revendication qui ne peut passer que par une régularisation globale de tous les sans-papiers migrants. Donc, nous demandons une citoyenneté universelle parce que nous savons que nous vivons dans une seule planète où la liberté de circulation et d'installation est une liberté pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de frontières. Parce que l'histoire des frontières, trop entachée de souffrance, de crimes et de sang. On veut que le monde soit uni, une seule
terre pour tout le monde, pour tous, ce que nous réclamons. Donc, François, vous avez quelque chose à ajouter? À vrai dire, j'adhère, j'approuve, j'applaudis à tout ce que tu viens de dire, Alioune. Mais en même temps, il y a un petit coin de ma raison qui me dit que ça ne peut pas marcher comme ça dans le monde tel qu'il va et qu'il nous faut aussi être réalistes dans les luttes. L'utopie doit continuer à vivre, celle que tu viens de dire. Pas de frontières, droit universel, de circuler partout, de s'installer partout. Mais on voit bien quand même comment le monde est en train de se redéfinir, de se reconfigurer, avec des murs partout, avec des frontières à nouveau partout, avec des Brexit par-ci, des je ne sais quoi par-là. En tout cas, ça se terminera toujours par exit, c'est-à-dire dégage. On va dans ce sens-là, malheureusement. Donc la question est quand même posée, qui était posée tout à l'heure par Douro, c'est qu'il faut bien redéfinir les luttes aussi de sans-papiers et de migrants par rapport à ce changement du monde. Ou alors on se contente de protester, mais ça ne suffit pas. Il faut bien trouver des moyens d'action pour faire avancer les choses vers plus de droits, plus de justice dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors, la liberté de circulation, oui, c'est un principe qui doit être maintenu. C'est un droit. Comme tous les droits, on peut toujours le proclamer, il faut le défendre. Mais pour le faire avancer, il faut bien redéfinir ces luttes telles qu'elles sont aujourd'hui. Et je pense que les camarades qui sont demandeurs d'asile, que nous avons aujourd'hui avec nous, eh bien, vont certainement témoigner de nouvelles difficultés par rapport à ce monde pour faire reconnaître leurs droits, qui sont des difficultés légèrement ou gravement, ça dépend comment on regarde les choses, changées par rapport à celles que vous avez connues à l'époque. Vous vouliez une régularisation soit par le travail, soit par le séjour, pas au cas par cas, mais des papiers pour tous. Oui. Et d'une certaine manière, ça a quand même marché, au moins avec Jospin. Hein ? Et après, non. Après, on est revenu à la régularisation au cas par cas, etc. Aujourd'hui, il n'est même plus question de ça. Aujourd'hui, tous les gouvernements disent « mais comment on va arrêter l'immigration, comment on va expulser ceux qui sont là ?» On n'est pas dans une période d'intégration. Ça, il faut bien le reconnaître. Alioune, toi qui appartiens à Intégration 21, vous avez une grande réflexion là-dessus. Bien sûr. L'intégration, il la faut, mais alors il faut probablement que les sans-papiers se retroussent les manches à nouveau pour faire des propositions qui soient entendues, qui soient audibles, comme eux, à l'époque de Saint-Bernard, ils se sont rendus visibles, compréhensibles, lisibles, et qu'ils ont été suivis. Hein, c'est vrai que c'était pas gagné d'avance, finalement. Eh bien, ça a marché, n'est-ce pas, Douro ? Oui, bon, Saint-Bernard, nous, le peu d'expérience que je veux vous dire en tant que nouveau venant, et là, j'ai dit encore ce que je pense sur le changement de mode de lutte. Nous, on faisait des actions. On dit actions top secret. Rigolez, hein? Donc, on était encore des sans-papiers autonomes. On n'était pas manipulés par qui que ce soit. Malheureusement, avec nos peu de... Voilà, la plupart, on est des analphabètes, comme moi, Douro. Mais, comme ce que je viens de dire, ce n'est pas l'homme qui n'a pas fait beaucoup d'études qui n'a pas intelligent. L'intelligence, c'est une nature humaine. C'est un don de Dieu. Bon, mais j'ai dit, et on fait une lutte, on fait des actions en top secret parce qu'en ce moment-là, l'immigration est au cœur de la politique française. La France a mis l'immigration dans le cœur de la politique française. Si vous touchez l'immigration, vous avez touché la politique. Bon, on a été envahi par les renseignements généraux. Voilà, donc si on fait une réunion avec tous les soutiens-là, et ces soutiens-là, ils sont infiltrés par les renseignements généraux. Donc, on fait une réunion de famille,
de Saint-Bernard. Cette réunion des familles, on dit, voilà, demain, on va occuper tel endroit qui touche l'État. Et les médias aussi étaient là. Les soutiens ont gardé notre autonomie. Voilà, ils nous soutiennent. Et voilà, on fait une réunion de soutien avec famille. Voilà, la deuxième réunion, dans 15-20 minutes, on dit, voilà, les soutiens, on a une action top secrète demain, soutenez-nous. Voilà, ils sont là, ils nous soutiennent. Voilà, on va occuper. Bon, Saint-Bernard a fait des centaines d'occupations. Vous pouvez regarder, vous demandez, Saint-Bernard a fait combien d'occupations? On ne peut même pas compter. De mairie à nociature, à partout, ministre de la Justice, tous les trucs administration, la plupart, on l'a occupé. Mais personne n'a eu une fuite parce qu'on lutte pour une cause. Chacun veut avoir son droit pour vivre. L'État n'arrive pas à nous infiltrer pour avoir l'endroit où on va occuper. Toutes les actions sont réussies. Ça, c'est un. Pour moi, les jeunes qui sont là aujourd'hui, pour moi, Doro, il faut qu'on l'attaque l'État à deux niveaux. La régularisation de ces immigrés, ces jeunes qui sont quittés chez eux, parce qu'il y a une cause, parce qu'à cause de l'Occident qu'ils ont mis les chefs d'État dans ces pays-là, et ces jeunes-là n'arrivent pas à bénéficier de la richesse de leur pays, ils sont obligés de quitter, de régulariser d'abord ceux qui sont en Europe, et de changer ce système qu'ils ont mis en place chez nous, pour que la population bénéficie de la richesse sur place là-bas, ils auront moins d'immigrés ici en Europe. Pour moi, il faut que les gens les prennent en terrain politique dans ces deux axes, pour moi, Doro. Sinon, cette immigration va continuer, parce qu'on ne dit pas la raison pourquoi il y a une immigration. S'il y a une immigration, il y a une raison. Si on ne touche pas cette raison-là, ça va continuer. On régularise d'abord ceux qui sont là, qui ont été fuis parce qu'il y a eu ces causes-là, et en même temps, on touche la deuxième partie de régler ces causes-là chez eux, comme ça, il n'y aura pas des gens qui vont quitter chez eux parce qu'ils ont un pain à manger chez eux. Voilà, merci pour moi. Donc, je crois qu'on va s'arrêter sur la première partie. Donc, Doré l'a si bien dit, pour combattre l'immigration, il faut d'abord un développement local au pays et aussi arrêter les guerres. Bon, grosso modo, oui. C'est ça. Donc, notre technicien Christophe, un peu de musique. Et on va écouter Salif Keita et Kanté Manfila, Finziba.
bien, mesdames et messieurs, vous écoutez La Voix des Sans-Papiers tous les premiers et troisièmes jeudis du mois sur la 106.3. Mesdames et messieurs, également dans ce studio, vous avez écouté le dinosaure de cette lutte Saint-Bernard, Doro Traoré. La deuxième partie de cette émission est réservée également à des jeunes migrants qui sont dans le studio, qui vont se présenter. Je voudrais dire bonjour à monsieur So. Oui, bonjour. Eh bien, je voudrais également saluer monsieur Fofana Sidia, qui sera là tout à l'heure. Nous avons également monsieur Ba Elaj Suleiman, qui est là. Bonjour. Hein, ça va? Nous avons Amadou Saraba. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Et également, nous avons une soutien. Oui, elle s'appelle Madame Florence Salam, n'est-ce pas? Elle est... Merci. Eh bien, nous allons commencer par vous. Oui, bonjour à tous les auditeurs de Radio Fréquence Paris Pluriel. Moi, c'est So Boubacar. Je suis là il y a deux mois comme ça. Je suis rentré en France le 22 juin. Le 22 juin 2016. Oui, je suis là. On est là. Nous sommes des demandeurs d'asile. On est là. On a été à l'OFI. Tout. On nous dit, on a été à l'OFI. On nous dit d'attendre les hébergements. Bon, on n'a pas des hébergements quand même. On dort dehors tous. Ça, parfois, on appelle le 115 pour nous prendre. Mais ça va. Le 115, c'est une association là où passer la nuit. Tu appelles, on te prend à 20h, parfois à 23h. Et puis tu dors, à 8h, tu sors. Pour les personnes sans abri. Donc, comment vous voyez l'accueil en France en tant que migrant, demandeur d'asile? Ouais, c'est pas du tout facile. On ne s'attendait pas à ça quand même. Pourtant, la France est une terre d'accueil, d'égalité, de liberté, de fraternité. Bien sûr, on nous a dit ça. Même à l'adresse où on a pris les hébergements, France Terre d'Asile, on dit France Terre d'Asile. Là où on est parti chercher ce qu'on dit comme ça. L'adresse, oui. On dit France Terre d'Asile. Là-bas, moi j'ai demandé l'asile. On m'a donné du rendez-vous, puis j'ai été à l'OFI. Une fois à l'OFI, j'ai demandé l'hébergement. On me dit il y a plus de 1000 et quelques personnes qui sont là, sont demandeurs d'asile. C'est à travers ça, petit à petit, qu'on va loger tout le monde. Il y a beaucoup de nos amis ici qui ont fait 7 mois, qui n'ont pas l'hébergement. On dort tous ensemble. On était ici, là où on était hier, là. À Jaurès? À Jaurès. Mais maintenant, comme moi, je suis de 94, je suis à Harimondor. Il y a un pôle là où on passe la nuit, au moins de 60 et quelques personnes immigrées. Comme ça, on ne peut plus venir jusqu'à Jaurès à chaque fois. Deux fois, on dort à Harimondor, en bas du pont. Mm-hmm. Si on a des rendez-vous avec le 115, on passe la nuit avec le 115. Si on n'a pas, le matin, on se lève tous, on part à l'association Jolie. D'autres qui partent. Il y a plusieurs associations. Chacun part là où il veut pour déjeuner, prendre un petit déj. Et puis on revient aussi, on passe la journée là-bas. Donc, France Terre d'Asile, vous parlez du quartier d'Oudeville dans le 18e, c'est bien ça? Non, il est dans le 94. Ah, il y en a aussi au 94. Oui, dans le 94. Donc, il y a plusieurs sites où vous pouvez demander votre asile. Oui, il y a beaucoup. Mais le problème est que vous n'avez pas d'hébergement. Pas du tout. Donc, du coup, vous vous rabattez sur le 115. Oui, on se rabat avec le 115, mais on peut te prendre une fois par semaine. Dans les 7 jours, tu peux passer qu'une seule nuit avec le 115, le reste, tu passes dehors. On est nombreux, on a au moins des centaines de personnes. Beaucoup. Donc, si on peut avoir d'autres témoignages, peut-être le témoignage aussi. Oui. Moi, c'est Ba Suleiman. Moi aussi, j'ai demandé d'asile à 93. Vous êtes guinéen, vous aussi? Oui, je suis guinéen. J'ai demandé à 93, j'ai passé à l'OFI. Ils m'ont dit que j'ai le droit de l'hébergement. Mais ça fait au moins 3 mois. Depuis que je suis venu ici, ça fait 6 mois. J'ai cherché pour demander d'asile. Ça 2 mois, j'ai des rendez-vous. Chaque jour, j'appelle. Ils ont dit non. 2 mois, je suis dehors. Ils m'ont pris. J'ai passé à l'OFI. Ils ont dit j'ai le droit de l'hébergement. Mais impossible. On est beaucoup. Si tu appelles 115, il y a un ami là-bas, il a appelé 115. Ils ont dit il ne rappelle plus là-bas pendant 6 mois. Ça, c'est pas normal.
mais c'est pas facile. Donc, je vois bien qu'il y a beaucoup de gens, mais il y a peu de place pour les hébergements. C'est ça. Donc, est-ce que vous savez que pour la procédure d'asile, ça prend du temps et que vous devez déposer votre demande d'asile avant 120 jours, sinon vous êtes en procédure accélérée? Non, pour moi, non, c'est un peu long parce qu'on te donne première chose, récépissé de 1 mois, tu changes, on te donne 4 mois, après aussi 5 mois, en tout 9 mois ou 1 an. Si tu n'as pas de l'hébergement, 1 an tu passes dehors, c'est pas facile. C'est tout. Pour moi, c'est tout. Peut-être Marvin, François, vous avez d'autres, ou bien Florence, si vous avez d'autres questions, peut-être pour éclairer notre lanterne sur les procédures d'asile. Donc, ils changent tous les jours. Hein. Moi, j'en ai fait, bon. Maintenant, ça change tous les jours. Moi, je ne suis pas tellement dans la procédure, en fait. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais effectivement, c'est vrai que, par contre, étant sur le terrain assez régulièrement et à l'écoute des réfugiés, essayant de trouver des solutions à leurs problèmes qui sont multiples. Hein. Il y a l'hébergement, mais il y a plein d'autres choses. Effectivement, la première des choses qu'il faut faire, c'est essayer de monter un dossier de demande d'asile le plus rapidement possible. Mais après, on est très, très vite confronté à énormément en fait, de barrières. C'est vraiment un parcours du combattant, en fait. C'est vraiment un parcours du combattant administratif, entre autres, par lequel ils vont devoir tous passer. Les histoires sont parfois très différentes. Effectivement, il y en a qui arrivent au bout de 3 mois, 5 mois à obtenir un hébergement et d'autres qui sont là depuis plusieurs années, plusieurs mois. C'est vraiment au coup par coup, au petit bonheur la chance. On sent qu'en tout cas, il n'y a aucune politique vraiment sérieuse de prise en main en fait, du sort de tous ces réfugiés. Ça, c'est clair. Voilà, donc à ce niveau-là déjà il y a une injustice totale par rapport aux annonces du gouvernement. On a dit politique d'accueil de 30 000 réfugiés pour la France, on en est loin. On fait semblant en fait, c'est insupportable. Enfin, pour nous qui ne sommes pas directement concernés parce qu'on a des vies casées, on rentre chez nous le soir, on mange, on dort, on a un toit, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable et je pense que voilà, tous les gens qui tentent de les encadrer, de les entourer, de les soutenir sont dans le même état d'esprit. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est j'espère vous envoyer beaucoup de courage à tous ceux qui écoutent. Sachez que en tout cas, on n'est pas tous d'accord avec ce qui se passe pour vous. On aimerait que les choses s'améliorent, on aimerait trouver des solutions. Mais on est bien souvent totalement impuissant, notamment devant les forces policières, devant la violence, devant tous ces derniers événements qui notamment se sont accélérés depuis le 31 juillet au soir. 31 juillet au soir, en fait, sur les campements de Jaurès, Stalingrad, rue de Flandre notamment. Il y a eu une sorte de démonstration de force le 31 au soir vers 22h, alors que tout le monde était tranquillement sur le campement en train de finir de dîner. Et depuis, en fait, c'est comme l'enclenchement d'une succession de rafles, de violences. On ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce que fait l'État. En tout cas, tout le monde, pratiquement toutes les grandes associations sont aux abonnés absents. On ne voit plus la mairie, on ne voit plus... Emmaüs, tout le monde est parti en vacances et là c'est on va dire une sorte de grand terrain de jeu des forces policières qui s'en donnent à cœur joie parce que quasiment un jour sur 2 il y a des rafles et des rafles ça c'est connoté, je veux dire c'est un peu négatif comme mot mais c'est pas pour rien, c'est pas gratuit d'utiliser ce mot-là.
c'est rafler, quoi. C'est vraiment récupérer les gens, déjà nasser la zone d'intervention. Avec des forces de police qui sont surarmées, suréquipées, Robocop, et qui font peur. Et je pense que pour une population qui vient vraiment déjà de situations extrêmement troublées, qui est totalement traumatisée, qui pour la plupart du temps a vécu déjà la torture, la guerre, et qui cherche la protection, de voir arriver des Robocop devant eux qui vont faire quoi, on n'en sait rien, ça fait déjà très très peur. Donc il y a déjà une violence psychologique très forte, et elle est parfois aussi physique. Elle se traduit par ne serait-ce que déjà pousser les migrants vers les quarts de CRS, les taper, et pourquoi pas aussi les gazer, et pourquoi pas aussi les taser. Enfin, tout ça se fait finalement dans la plus grande impunité, alors qu'il nous semble, à nous qui sommes autour de toutes ces scènes de vie insupportables et qui sommes impuissants, il nous semble que c'est pas normal. Et on ne sait pas quoi faire, en fait. On ne sait juste pas quoi faire, on est révolté. Et on aimerait que ça change, on ne sait pas comment. On aimerait. Après, ils sont poussés dans les bus, ils sont emmenés, on ne sait pas où. On ne sait pas où, on n'a aucune information. Petit à petit, en fait, on entend parler d'un tel qui est là, un tel qui est là. Mais bon, voilà, la rafle d'hier a été particulièrement impressionnante. Au-delà du fait qu'il y en a eu à peu près une tous les 2 jours depuis 15 jours, ce qui a eu comme conséquence d'envoyer certaines personnes en CRA, en centre de rétention administrative, qui est en fait la dernière marche avant l'expulsion, qui a eu comme conséquence pour beaucoup d'autres en fait d'avoir des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Alors je reprends la petite note parce que il y a des chiffres qui sont assez édifiants concernant en fait ces OQTF. En fait, depuis le mois de mai, on est passé d'une dizaine d'OQTF reçus par les réfugiés au mois de mai, là où il y avait encore les campements d'Éole, etc., à une centaine. En fait, ça a été multiplié à peu près par 100% le nombre de QTF qui est distribué aux réfugiés. Et c'est très grave parce que, en fait, là, on s'attaque non plus en fait physiquement aux réfugiés, mais juridiquement. Et là, on n'y comprend rien. C'est le grand n'importe quoi. On n'y comprend rien. On ne sait pas à quoi ça sert. La police, en fait, distribue littéralement des OQTF à chaque réfugié qu'elle rafle, donc en faisant soi-disant des comment on appelle ça, des vérifications d'identité. Donc, ils donnent ensuite un papier à chaque réfugié, ils les font sortir ou pas, ou héberger ou pas, on verra après. Mais il y a vraiment plusieurs étapes, mais en tout cas, voilà, cette OQTF, soi-disant, ils leur expliquent que ça leur donne l'autorisation de rester sur le territoire français pendant 30 jours. En fait, c'est pas ça. Ça leur donne 30 jours avant l'expulsion. Voilà, c'est ça. Et eux, après, derrière, ils se disent, c'est mon premier papier. La plupart, en fait, n'ont pas forcément fait de démarche ou sont primo-arrivants, parce que c'est long, comme l'a expliqué tout à l'heure. Donc, je ne sais plus ton prénom, pardon. Et comme tu l'as dit, en tout cas, les démarches sont longues. Il y en a plein qui n'ont pas encore commencé leur démarche. Et cela, finalement, c'est leur premier papier officiel, une OQTF, quoi. Et en fait, une OQTF, c'est comme un passeport vers l'expulsion. C'est pas une autorisation de rester sur le territoire, c'est une autorisation de quitter le territoire français. Et celle-ci, et là, je voudrais vraiment que ça puisse être utile, en fait, cette intervention que je fais. Celle-ci, en fait, si elle n'est pas contrée très rapidement par le réfugié en question qui vient de l'obtenir, en fait, elle n'est plus attaquable. Et donc, il se met dans une situation après très délicate. Donc, chaque personne qui a reçu ça doit très vite se rapprocher des gens comme nous qui sont sur le terrain pour pouvoir contrer juridiquement en fait cette OQTF. Voilà, donc il y a 3 collectifs qui existent et qui s'occupent de manière informelle, hein, parce que nous, on n'est pas des associations officielles, on n'est pas d'État, on n'est rien, mais qui s'occupent justement d'encadrer en fait, ces débordements juridiques notamment. Il faut aller les voir.
Et voilà, il faut pas rester inactif et il faut pas se dire chouette, j'ai un premier papier. D'autant plus que qu'est-ce qui s'est passé après la rafle donc d'hier, il y a eu énormément, je crois qu'il y a eu en tout et pour tout 250 OQTF, ce qui est énorme, 250 OQTF. 50 et 57 personnes qui sont retenues en centre de rétention administratif aussi. Et aucune personne, par exemple, qui a été... parce qu'il y a eu à peu près 953 personnes qui ont été emmenées directement du campement de Flandre à la rue de l'Évangile, au commissariat, qui est une espèce de grand bâtiment vide, immense, dans lequel ils ont entassé tout le monde. Ils sont pas ressortis en fait, les gens. Ils sont pas ressortis parce que d'après nos informations, mais faut prendre ça avec des pincettes parce qu'on n'en sait rien en fait. Mais d'après nos informations, ils ont tous été hébergés. Donc bonne nouvelle, mais mauvaise nouvelle en fait. Pourquoi ? Parce que s'ils sont hébergés et pendant un mois, c'est le délai qu'ils ont pour faire appel de leur EQTF et la contrer. Donc ils n'ont plus de contact avec nous. Nous, on ne connaît pas tout le monde, on n'a pas tous les numéros de téléphone et en plus on ne parle pas toutes les langues. Et donc comment on fait pour juste leur diffuser cette information-là. Et donc là, on a besoin de relais. Et en fait, moi, mon souci, et notre souci, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un relais dans les langues de la part, en fait, de toutes les communautés, quoi, pour enfin pouvoir diffuser une information claire et nette et faire en sorte de se mobiliser, de s'organiser dans la défense de ces réfugiés contre ces agressions qui sont multiples. Hein, donc psychologique, physique, juridique et complètement inhumaine. Voilà. Donc, bon, vous avez raison. Donc en fait, ces rafles, c'est le mot. Hein. Donc c'est le mot. Ça nous rappelle les rafles sous l'occupation Vichy. Donc c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc c'est des gens qui, pour aucune raison, sont arrêtés. Mais l'objectif visé, c'est pour les empêcher, comme vous le dites, à l'accès aux droits. C'est-à-dire avec l'obligation de quitter le territoire, le demandeur d'asile, s'il n'enlève pas cela avec l'aide juridictionnelle, donc il lui faut un avocat pour faire l'aide juridictionnelle pour contrer ça. Il peut non seulement déposer l'asile, il ne peut pas, même s'il le peut, il est mis en procédure accélérée dont j'ai parlé tantôt. Donc, ces procédures accélérées, le migrant n'a aucune chance d'avoir l'asile. Donc, c'est plus difficile. Ils n'ont pas eu aucune chance, mais ça arrive. Voilà, ils n'ont presque... Bon, mais c'est moins traité, c'est traité plus rapidement. Ça, c'est plus rapidement, de façon expéditive. Donc, l'histoire que vous racontez, que les migrants racontent, donc, ils ne regardent même pas. Donc, c'est des gens qui sont déjà étiquetés donc, comme de mauvais réfugiés. Donc, sont classés comme de mauvais réfugiés, quoi. Donc, aussi, c'est important ces relais, parce que ces gens-là, s'ils sont maintenus dans ces lieux pendant un mois, sans qu'ils puissent faire leur recours, c'est problématique. Donc, de toute façon, après, ils vont les relâcher. Quand ils sauront, ils ne pourront rien faire juridiquement, ils vont les relâcher. Oui, ils vont les relâcher, et puis il va y avoir une autre rafle dans la rue, et puis alors là, ça sera le CRA, ça sera le centre de rétention administrative, parce qu'ils ont dépassé leur délai. Effectivement, sera la récidive, et directement sera le CRA, à la deuxième arrestation. Ça se passe comme ça. C'est terrible, parce qu'ils sont montés dans les bus contents. Et nous, soutien, contents aussi, parce qu'on espère toujours une solution. Et c'est très compliqué. Le discours, en plus des gens de la préfecture, est très ambivalent. Ils nous disent qu'ils vont les héberger, mais en fait, c'est pas ça. Ils vont pas les héberger, ils vont les mettre dans la merde, juridiquement, quoi. En plus du reste. Voilà ce qu'ils ont vraiment décidé de faire. Donc, si certains d'entre vous ont eu des OQTF, il faut tout de suite se rapprocher en fait des soutiens ou aller directement à la CIMAD, à l'ATMF ou au BAM, BAAM. Je pense qu'on pourra mettre tous ces contacts. L'ATMF, c'est que vous donnez l'adresse aussi. Voilà, on pourra mettre toutes ces adresses-là sur le site. 10 rue Affre dans le 18e arrondissement. Donc l'ATMF, c'est important il y a des avocats. Vous ne payez rien, vous allez là-bas. Voilà. Ils vont traiter vos dossiers pour que vous ne tombez pas dans le piège. Parce qu'en fait, c'est un piège. Florence, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire là, il faut que les soutiens individuels, vous êtes débordés.
Et il faut que vous fassiez un appel aux organismes c'est-à-dire qui sont spécialisés d'immigration pour vous aider. Parce que nous, à Saint-Bernard, on avait une commission juridique. On a eu des ITF comme cela là. Et cette commission, tout de suite, parce que c'est des gens qui ne connaissent pas la procédure. Ils ne connaissent pas, voilà. Là, c'est un piège qui les attend dans un mois. Même si on le relâche, on le chope dans la rue, contrôle d'identité, il se retrouve à centre de rétention et voilà, il est expulsable. Donc là, il faut que vous faites un appel aux associations bonne volonté de créer une commission, de surveiller ces immigrés-là qu'on les a distribués les trucs pour leur aider à faire une commission pour faciliter la tâche. Sinon, vous ne s'en sortez pas et les immigrés ne connaissent pas leurs droits. Donc je fais un appel. C'est clair. Donc l'idée, c'est qu'on a besoin de juristes. On a besoin de juristes motivés, en fait. On a besoin d'étudiants en droit, droit des étrangers, mais motivés. C'est difficile. Il faut passer du temps à écouter des récits qui sont difficiles. C'est beaucoup de dons, c'est beaucoup d'énergie et de disponibilité. Voilà, donc tout le monde ne peut pas forcément être efficace dans cette action, mais voilà, c'est très important, les juristes que ça intéresse, qu'ils se rapprochent du BAM, B-A-A-M, de la TMF ou de la CIMAD, des traducteurs aussi dans toutes les langues, et notamment la langue éthiopienne, le oromo, la langue érythréenne, le tigrinya, l'arabe littéraire, le dari, le pachtou. Voilà, on a besoin aussi de traducteurs bénévoles. Toutes les bonnes volontés sont vraiment les bienvenues le plus vite possible. Merci. Donc après cet appel, c'est important, surtout l'information aussi, parce que c'est bien d'être soutien, mais il faut savoir aussi de ce qu'on fait. Si des soutiens, par exemple, ne savent pas réellement, par exemple, le droit, et les problèmes de QTF, ça peut créer des problèmes. Donc nous, on avait invité l'année dernière des réfugiés, donc qui ne savaient pas, qui faisaient la différence, par exemple, entre un sans-papier et un migrant. On leur disait que c'est la même histoire. Donc si vous loupez votre demande d'asile, vous devenez sans-papier. Donc il faut une unité, convergence des luttes, donc pour tout le monde, pour qu'on lutte ensemble, parce qu'on ne peut pas lutter isolément. D'ailleurs, c'est l'objectif affiché des gouvernements. Ils ont éclaté déjà la lutte. Il faut que nous, on se regroupe Nous avons aussi, dans le cadre de l'UNSP, nous avons des avocats gratuits. Donc, si vous venez envers nous, il n'y a aucun problème, on va les orienter vers ça. Nous avons aussi une cellule d'urgence au niveau de l'Union nationale des sans-papiers migrants, qui, en cas d'arrestation, dans les cas, nous, on peut intervenir avec l'avocat, tout ça là. Il y a aussi des comparutions. Lors des comparutions du migrant, du gars qu'on a arrêté, on va sur place aussi au tribunal. Donc, pour jouer sur les juges. Donc, on en a fait plusieurs fois. Donc, de temps en temps, on va. Donc, mais les juges, ce que nous avons constaté, ils sont sensibles à un migrant arrêté, dont derrière, il y a des gens qui viennent soutenir. C'est très important. Donc, pour ça. Donc, il y a ça aussi. Quand il y a arrestation aussi, il faut que les 4 heures qui suivent, que vous appelez ou votre soutien ou bien votre délégué du collectif, pour qu'on sache vous êtes dans quel commissariat. Et ceci, on peut agir pour vous faire libérer avant que vous ayez à l'étape de la rétention. Oui. Là, c'est un peu plus compliqué. Oui, nous, c'est ça qu'on faisait, mais nous, on faisait avec les djembés. Si un collègue de Saint-Bernard a été arrêté, et puis voilà, l'information est passée, on prenait nos djembés. Maintenant, il y a la technologie sur Facebook. Finalement, au 8e bureau, Jean-Luc Leboeuf, le directeur du 8e bureau, il a la liste de 314 personnes de Saint-Bernard qui est là. Si on arrête en sans-papier, tiens, il regarde la liste. Ah là là, ça, il faut relâcher tout de suite, sinon on va avoir des djembés. Voilà, donc il faut essayer d'organiser. Nous allons passer à notre témoignage. Ce que je demande, c'est-à-dire merci Fréquence Paris Pluriel, parce qu'il faut que les médias impliquent dans cette affaire. Parce que les Français ne savent rien ce qui se passe. On demande aux médias d'essayer de médiatiser la lutte de ces immigrations et des sans-papiers pour que l'État
faire marche arrière par rapport. Mais si on ne médiatise pas la lutte, eh ben, les Français ne savent pas ce qui se passe. Nous allons passer à un témoignage. Donc, bonjour. Oui, vous vous présentez, vous venez de... Oui. Je me nomme Amadou Saraba. Je suis venu en France ici, là, ça fait un mois comme ça. Mais moi, j'avais passé dans notre pays d'abord. Puis, j'ai même ma main là-bas comme empreinte. Et puis, je suis venu ici. Je suis venu en France ici. Je suis parti à l'OFI pour demander l'asile. Ils m'ont dit que... Donc, moi, j'avais passé dans notre condition. Ici, tu ne peux pas aller sur procédure normale. Donc, on m'a donné un papier de 1 mois. C'est écrit là-bas, papier Dublin, attestation Dublin. Donc, toi, tu n'as pas... Et tu as droit d'hébergement, mais il y a les gens qui sont venus direct pour procédure normale. Donc, c'est eux d'abord qui vont avoir... qui vont avoir l'hébergement d'abord. Parce que toi, tu n'es pas dans procédure normale. Si 1 mois là, c'est fini, tu vas aller changer. Si tu as changé ça, là, on va te donner un papier de 3 mois. Donc, si le papier de 3 mois là est fini, il y a des gens qui vont arriver sur procédure normale. Il y a les gens ils vont te donner quitter. Il y a beaucoup de gens qui ont expliqué ça. Mais allez là, je suis là et puis on est sur un point ici, c'est là-bas, on dort. Donc, mais on ne connaît pas les conditions, on ne connaît pas les droits, parce qu'on n'a pas vu les gens qui vont nous expliquer. Même hier, là, on a quitté là, on dort là-bas, on est venu pour voir si il faut nous prendre, parce que nous, on a entendu que c'est pour aller nous héberger. Donc, nous, on pensait que c'est pour aller nous héberger, on est venu là-bas pour voir si ils vont nous prendre pour aller là, parce qu'on n'a pas lieu pour dormir. Donc, on dort sur un pont ici, à Créteil. Ok. Alvin, je voudrais tout à l'heure l'intervention de notre invité. Il parlait de la procédure Dublin. J'espère que tout à l'heure tu pourras nous élucider aussi. La procédure Dublin, c'est que le migrant, c'est-à-dire au premier pays où le migrant a pris ses empreintes. Donc, si vous êtes rentré pour la première fois dans l'espace Schengen au niveau de la France ou bien d'Italie, par exemple, vous êtes considéré comme un migrant de l'Italie. Donc, si vous déposez l'asile en France, ils vous disent de retourner en Italie pour le faire là-bas. Donc, c'est ça ce qu'il explique pour la procédure qui n'est pas normale. Donc, il faut... Mais on peut se maintenir sur le territoire français pendant 1 mois, 3 mois avant que ça passe. Et puis, vous pouvez alors déposer votre demande d'asile tranquillement sans aller le faire en Italie. Il n'y a pas de problème. Il faut un peu de patience, attendre après faire vos demandes d'asile. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, il y a un second témoignage. Donc, écoutez. Fofana Sidia. Ceux qui sont assis ici, de mes pères, grands frères et de grandes sœurs aussi. Donc, je m'appelle Fofana Sidia, je suis guinéen, né le 3 juin en 1996 à Kakoni Gawal, préfecture de Gawal. Donc, je suis venu, j'ai fui à mon pays pour venir en France ici, mais j'ai rentré, je suis venu à Bamako, Burkina, Niger, après Niger, Libye, après Libye, Italie. Mais donc on avait arrivé à Italie ici, donc je me suis quitté là-bas donc pour venir ici. Il nous a attrapé ici là, Torino. Donc la police nous a arrêtés là-bas. Il nous a mis dans une prison là-bas pour que forcément il faut qu'on mette des empreintes, sinon on ne sort pas. Donc on avait resté là-bas 2 nuits. Après, on nous a mis forcément des empreintes et nous a laissés. Donc, je suis venu ici le 8-7 mois de 2016, là, le vendredi. Donc, je me suis allé présenter au Créteil ici pour demander d'asile. Donc, il nous a accepté. Il m'a donné de remplir d'un papier de mes histoires, un peu de nom, prénom, papa, mère, tu vois, ainsi de suite, quoi. Donc, il m'avait envoyé à Mélin. Mon adresse est à Mélin.
Donc, il nous a donné là-bas un mois, mais c'est Diblem. Le mois là, donc, quand même, ça va, je suis avec ça comme ça, mais je dors sur la rue à Pont de Armandor. Donc, avec mes amis là. Donc, on n'a pas de l'air moyen pour prendre, on n'a pas de famille ici, on connaît personne. Et on dort là-bas comme ça. Donc, vraiment, c'est pas tellement facile, quoi. Ouais, donc. Et chers auditeurs, témoignage du jeune Fofana Sidia, témoignage émouvant, pathétique, du parcours d'un jeune qui est venu à la recherche d'un ailleurs meilleur. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, oui. Qu'est-ce que tu attends réellement? De quoi? Par rapport à la France, qu'est-ce que tu attends? Ah, vraiment, là où je suis comme ça, j'ai le diplôme là que j'ai commencé, donc je suive ça d'abord. Parce que dès que le mois est fini, peut-être ils vont me donner de 4 mois. Après ça, je suis ici, ils ont dit de quitter. Donc là, puisque en Italie, je comprends là-bas, je comprends pas leur langue, je me débrouille en français un peu. Donc c'est un des Italiens qui m'a dit, donc il faut faire tout possible, tu viens par là, puisque tu ne comprends pas les langues italiennes, tu te débrouilles avec le français. Donc c'est ce que je peux comprendre avec les amis un peu. Donc je me suis obligé de venir ici. Voilà. Ok. D'accord. Mesdames et messieurs, vous écoutez la 106.3 Fréquence Paris Pluriel. L'émission que vous écoutez, c'est bien sûr La Voix des Sans-Papiers. Et aujourd'hui, dans le studio, nous avons un dinosaure à l'aurore de la lutte de Saint-Bernard qui nous a raconté ce qui s'est passé à Saint-Bernard il y a de cela 20 ans. Et deuxième partie, nous avons des jeunes gens également qui sont avec nous, qui racontent leur parcours migratoire et qui racontent également les problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain. Alioune, la suite. Donc, sans plus tarder, je crois l'émission termine, tire à sa fin. Donc, je remercie tout le monde, les invités. Je remercie Traoré, Doro, Florence, donc Seydou, Sidia, tout le monde. Donc, François Souquet, Marvin Mouattara, 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 Marvin Mouattara.